Bonjour. Donc j'ai aussi envoyé la mauvaise présentation, d'où donc je travaille à IBM, à Sofia, dans une partie d'IBM qui s'appelle Data and AI. Ça change tous les 6 mois, donc ça c'est le nom actuel. Et je suis aussi, je fais du machine learning depuis ma thèse. Et je suis très actif sur Kaggle, pour ceux qui connaissent. CPLP, c'est moi. Je suis le numéro 1 sur les discussions, c'est pour ça que je le dis. Donc je vais vous parler d'open source. On a aussi des produits, je fais exprès de ne pas en parler, qui utilisent open source, évidemment, dans ce domaine. Et je vais vous parler de est-ce qu'on peut faire confiance à l'IA. Donc, je ne sais plus qui, Gartner ou je ne sais pas qui, Forrester a dit qu'IBM était leader pour l'IA dans l'entreprise. Donc, on n'est certainement pas les leaders sur l'IA pour les utilisateurs finaux, hein, c'est plutôt Google, Facebook, etc., ou les groupes chinois. Mais pour l'entreprise, il y a des problématiques différentes. Quand vous utilisez de l'IA, du machine learning, pour prendre des décisions, est-ce que les gens doivent aller en prison? Est-ce qu'on accorde un crédit? Est-ce qu'on embauche? Il y a des tas de problématiques, et si vous vous trompez là, c'est beaucoup plus grave que de se tromper quand vous reconnaissez ou pas ce qui est sur une photo. Si une photo est même classée sur votre smartphone, bon, ça vous fait rire à la limite, ou enfin, des fois ça ne pas fait rire, mais en général c'est pas bien grave. Là c'est plus grave. Donc c'est de ça dont on parle. Est-ce qu'on peut faire confiance à l'IA? Quand une décision est prise basée sur l'IA, qui est responsable? Enfin, donc toutes ces questions. Donc il faut que les modèles d'IA respectent les règlements et les lois. C'est pas forcément facile. Et il faut que les modèles soient robustes, parce qu'il y a des erreurs dans les données, il y a des tas de raisons pour lesquelles un modèle peut prédire la mauvaise conclusion. Et donc il faut travailler à la fois sur le respect des lois, là on n'a pas le choix, et puis en même temps faire des modèles qui sont robustes, qu'on ne peut pas manipuler. Donc on a identifié à IBM 4 sujets de recherche. Est-ce que c'est équitable? Est-ce qu'on peut comprendre, expliquer? Est-ce que quelqu'un peut manipuler, donc trafiquer les données pour conduire le modèle, apprendre à prédire ce qu'on veut? Et est-ce qu'on peut documenter et rendre responsable également le modèle? Alors je ne vais pas tout couvrir aujourd'hui, il faudrait toute la session. Mais quand il y aura le support en ligne, vous pouvez regarder. Donc je vais parler de la partie équitable et des attaques adverses, pour lesquelles on a, dans les 2 sujets, on a un open source que vous pouvez utiliser. Donc le biais, donc il y a des tas de choses, ça c'est des titres récents. Plus ancien, il y avait Google Photos qui avait classé un groupe de Noirs américains comme des gorilles. Ça avait fait tout et à juste titre, ça avait fait un gros scandale. Et corriger ça, c'est difficile. Hein. Je ne sais pas où ils en sont, mais pendant 2 ans, ils avaient enlevé gorille des choix possibles de la gorille. C'est la seule façon que vous avez trouvé des problèmes. Et c'est... Enfin, des fois, c'est compliqué de comprendre pourquoi un algorithme prédit quelque chose, donc même pour les auteurs. Donc, alors c'est plus, là évidemment, aux États-Unis, c'est un sujet très sensible, mais même, il y a des lois. Donc, par exemple, il est interdit aux États-Unis pour un organisme prêteur de défavoriser un groupe ethnique ou enfin, de faire une discrimination basée sur le sexe, la religion, l'ethnicité, etc. Donc, si vous avez un système qui recommande ou qui refuse des prêts et que quelqu'un peut prouver que ce système est discriminant vis-à-vis d'une catégorie de personnes, vous pouvez avoir un procès. Et là, il y a Uber. Donc là, c'est autre chose. Les gens ont trouvé
que Uber discriminait. C'est-à-dire quand vous commandez un Uber, et bon, il y a des tas de commandes, et ils ont un algorithme à base d'IA qui va affecter les voitures aux appels. Et ils ont trouvé que l'algorithme privilégiait les appels venant de zones à faible criminalité. Sûrement parce qu'il y a moins d'incidents de paiement, il y a moins de si, enfin bref. Mais il se trouve que c'est corrélé avec l'ethnicité. Et là, ils viennent de se prendre un procès et ils ont perdu, ils sont condamnés à des millions de dollars d'amende. Donc, bref, c'est un sujet très très important aux États-Unis. Est-ce que je pense à venir ici aussi? Et ça se voit sur le nombre d'articles publiés. Donc, bon, je ne vais pas raconter maintenant en détail, mais on repère par exemple qu'il peut y avoir un biais sur la première fois qu'on entraîne un modèle, on voit que, je ne sais pas moi, les jeunes hommes sont favorisés par rapport aux femmes âgées. Là, on va réentraîner le modèle en intégrant dans la fonction de coût, le machine learning, il y a toujours une fonction objectif. Donc, le E en bas, c'est l'objectif habituel, que l'erreur de précision soit la plus petite possible. On rajoute une composante qui va aussi s'assurer que la distribution des réponses est indépendante du sexe, là, dans ce cas. Et donc, quelqu'un de motivé peut implémenter ça à la main en TensorFlow ou PyTorch, ce que vous voulez. On va, nous, dire que c'est un peu plus compliqué. Parce que même si vous avez, vous pouvez apprendre des modèles non biaisés, la mise en œuvre dans une chaîne de production est assez complexe. Donc pour faciliter tout ça, on a fait un open source qui s'appelle IBM Fairness 360, donc sur GitHub. En général, IBM licence avec Apache 2.0, donc vraiment sans restriction. Et puis, on a un petit service de démo, là, vous avez l'URL, avec une interface graphique pour interagir. Donc, vous avez de la doc, faire des choses, etc. Donc ça, c'est le premier sujet. Et dedans, on a fait pas mal de... Il y a tout ce qu'il y a dans la littérature, plus des avancées IBM. Alors ça, c'est la détection de problèmes quand on entraîne les modèles. Maintenant, on travaille sur la suite, qui est une fois qu'un modèle est déployé, même si vous n'avez rien détecté quand vous le construisez, il se peut que sur les données de production, des biais se révèlent. Parce que les données de production ne sont pas les mêmes que les données d'entraînement. Et donc on travaille sur la surveillance en temps réel des modèles et l'alerte en cas de biais détectés. Bon là je ne vais pas passer tout. Donc voilà, on a fait la deuxième partie par contre c'est un produit qui s'appelle OpenScale, où vous pouvez régler vous-même ce que vous voulez surveiller sur les modèles. Bon, je ne vais pas parler du produit trop. Quand vous utilisez AI 360, là, on s'est attaché à respecter les API de scikit-learn. Donc, si vous êtes en Python, vous restez dans un univers que vous connaissez. Je ne vais pas commenter le code en détail, mais vraiment, on a fait pour que quelqu'un qui est à l'aise avec les API Python puisse apprendre des modèles débiaisés au lieu de modèles éventuellement biaisés. Et ça, c'est le produit dont j'ai parlé, mais j'ai dit que je ne parlais pas des produits. L'autre sujet sur lequel on travaille, donc, qui paraît plus un sujet universitaire actuellement. Alors là, le biais, comme je vous ai dit, il y a des voies, hein, et Uber s'est fait un procès, donc c'est vraiment un sujet très chaud pour nos clients et puis pour les acteurs commerciaux en général. Là, on va parler d'un sujet qui pour moi est plus prospectif,
et qui est surtout sur la reconnaissance d'image, mais aussi le son. On a une démo, je n'ai pas la vidéo, où on prend quelque chose du même genre qu'Alexa, donc on a une techno similaire à IBM, on peut comprendre le texte parlé, et on le modifie de façon imperceptible à l'oreille humaine, et on fait comprendre autre chose à la machine que ce que l'humain comprend. Et ça, c'est dangereux. Et je crois plus à ça qu'aux attaques de systèmes de reconnaissance d'image, mais bon, les gens ont plus, peut-être parce que c'est plus facile à démontrer. Donc, ça c'est juste pour motiver. Si on est capable d'avoir des systèmes qui reconnaissent les panneaux routiers, mais après, en modifiant un peu les panneaux, de leur faire croire autre chose. Donc il y a aussi des gens, je ne sais plus d'où, qui avaient fait des stickers. Ils posent un sticker sur un panneau stop et le modèle qu'ils avaient entraîné comprend autre chose. Je ne suis pas convaincu, pour être honnête, que c'est un vrai danger, parce que ça ne marche que pour un modèle donné dans un état donné. Donc quand vous attaquez un modèle, vous attaquez un modèle, vous n'attaquez pas une approche générale. Le modèle, si on le réentraîne un peu, l'attaque précédente ne marche plus. Donc, on peut penser à l'identification biométrique, la reconnaissance d'empreintes digitales là, sur les machines, ou ce genre de choses. On peut peut-être tromper le système de reconnaissance avec des images synthétiques. Donc ça c'est une des technologies qu'on va utiliser. On va analyser comment le réseau est activé, où est-ce qu'il y a des activités, et en faisant ça on peut détecter des images altérées assez bien. Donc à droite vous voyez qu'il y a deux couleurs qui sont bien séparées, c'est-à-dire qu'en regardant comment les niveaux intermédiaires dans un réseau de neurones sont activés, on peut savoir si on a affaire à des données perturbées ou non. Et donc ça c'est il faut savoir que les réseaux de neurones ça marche bien par reconnaissance d'image, mais on ne sait pas vraiment pourquoi ça marche très bien en fait. Chaque fois que je dis ça, je me fais allumer. On n'a pas la physique des réseaux de neurones. Si je vous montre un réseau de neurones, vous ne pouvez pas me dire s'il va converger ou pas quand on l'entraîne. Vous ne pouvez pas me dire quelle sera la qualité de ses prévisions. Donc c'est très expérimental. Et donc le principe des attaques adverses, c'est que, par exemple, c'est un truc de classification, il y a une frontière. D'un côté de la frontière, ça sera classé d'une façon, de l'autre côté d'une autre. Voilà. C'est bizarre ça. Je ne l'ai pas touché. Bon, enfin bref. Il est tout neuf. Il était tout neuf. Et donc l'idée c'est de prendre une image qui est proche de la frontière et de la modifier un tout petit peu pour que le réseau bascule et de la modifier le moins possible. Bon là elles sont petites, mais on voit une autruche, et quand on la modifie un tout petit peu, ça devient, je sais pas quoi, quelque chose d'autre. Et c'est ça qu'on essaie de détecter. Donc pour éviter que les gens aient à se plonger sur l'architecture du réseau, instrumenter les niveaux intermédiaires, tout ça, on fait un open source qui s'appelle ART, pareil sur GitHub, la page de 0, qui implémente toute une série d'attaques connues et de remédiation connues. Et donc là, vous avez la page de documentation. Donc je ne vais pas non plus rentrer dans les détails. Et je vais m'arrêter là pour des questions. 15 minutes pile.
Ah ouais, nous aussi, là. Je sais pas, j'ai tapé dedans. Ah. Comment vous définissez ce qu'est une IA robuste? Qu'est-ce que ça veut dire robuste? Qu'est-ce qu'un modèle robuste? C'est un modèle qui va tel qu'il faut... On regarde des perturbations minimales pour faire changer la prédiction. Et plus il est robuste, plus il faut perturber l'image pour changer la prédiction. Donc la robustesse, c'est que... voilà, c'est ça. Du coup, est-ce que cette définition, il n'y a pas l'idée de surentraînement parce que... Ou alors là, alors si on parle là-dessus, moi je pense que depuis 2016, tous les modèles entraînés sur ImageNet sont surappris, mais de... Alors là, c'est même pas la peine, quoi. Alors quand on voit qu'ils améliorent d'un pouillème de % en doublant le nombre de poids, de liens, ouais, ok. Alors ça, c'est la... Franchement, d'entraîner des modèles avec toujours la même séparation entraînement, validation, test pendant 7 ans, c'est scandaleux. C'est pour ça qu'il y a d'autres jeux de données, même en CIFAR et autres. Mais oui, le surapprentissage, c'est tous ces réseaux. Faire du deep learning, c'est lutter contre le surapprentissage, hein, c'est tout. Donc, effectivement, les rendre robustes, c'est généraliser un peu par rapport aux données d'apprentissage. Donc quand je vois des gens qui veulent faire du deep learning avec 30 images, mais je ne rigole pas, hein, on en voit tous les jours. Mais 2 images par classe. Dans votre expérience, quand on débiaise ou qu'on rend plus robuste, est-ce que ça change les performances de manière significative? Des performances dans quel sens? L'accuracy, par exemple. Parce qu'on imagine que si on repart en arrière, entre guillemets, le débiaisage de la robustness peut faire perdre l'accuracy, peut-être dans votre expérience. Ah oui, donc je remets juste la formule pour dire on va minimiser une combinaison, l'erreur de prédiction en bas et l'écart entre homme-femme, là par exemple. Donc évidemment, quand on va minimiser 2 objectifs, il est vraiment probable qu'il y ait un compromis, on optimise un peu moins celui d'en bas pour optimiser l'autre. Cela dit, comme on optimise des fonctions avec des tas de minimums locaux, si ça se trouve, on tombe sur un meilleur minimum local. Donc même, on peut avoir la surprise d'avoir un modèle qui est à la fois plus précis et moins biaisé. Ça peut arriver. Encore une minute. Et une autre question, alors, au niveau légal, est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé d'avoir des obligations d'être débiaisé? Mais c'est ce que je vous ai dit, aux États-Unis, c'est une obligation. C'est interdit de discriminer sur le genre, le sexe, l'âge. C'est interdit. Et donc, il y a des gens qui ont montré que Uber était discriminant, pas procès. Ah non, c'est pour ça qu'on travaille là-dessus. C'est que ça. Alors ça, c'est vraiment une problématique d'entreprise. Comme j'ai dit, les applis sur les smartphones ne sont pas soumises à ça. Enfin, moins. Ah oui, non, mais en France, je ne crois pas que ça va venir. Il y a aussi la protection des données européennes. C'est un autre sujet que je n'ai pas mentionné, mais de travailler sur des données anonymisées. Donc, est-ce qu'on peut anonymiser les données et quand même construire des modèles précis? C'est aussi un sujet sur lequel on travaille. Encore une dernière. Améliorer les modèles, débiaiser les modèles, c'est une chose, mais on est en train de débiaiser des modèles qu'on a appris sur des données biaisées. Les données sont toutes biaisées parce que globalement elles viennent de vraies décisions humaines. Quand c'est un crédit, c'est parce que des gens qui sont dans les banques ont à un moment décidé de donner plus un crédit à telle personne qu'à telle autre. Donc s'il y a une population qui est défavorisée par rapport au crédit, on leur retrouve ce biais. Est-ce qu'on pourrait débiaiser les données pour biaiser les modèles? Ou est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça n'a pas de sens? Et deuxième chose, c'est on
on a ce problème à la loi de si on peut prouver le problème il est souvent là, c'est super difficile de prouver un biais, à part une banque va vous dire oui, mais nous on sait bien qu'avec cette... Ah non, non, c'est très facile de prouver. Si 40% des femmes ont un prêt, 60% des hommes ont un prêt, ça c'est très facile à mesurer, et c'est biaisé. Il y a des métiers où le but c'est d'estimer ça. Enfin, quand je demande un prêt à ma banque et mon assurance me demande un truc médical, c'est bien pour adapter la politique d'assurance à ma situation. Je dis juste qu'aux États-Unis, c'est interdit de défavoriser une catégorie de population par la loi. Mais ça existe déjà. Oui, et donc c'est pour ça qu'il faut corriger les modèles. Alors par contre, débiaiser les données, oui, je ne l'ai pas mentionné, mais on fait aussi. La manière la plus simple, c'est de... Alors, c'est facile quand la variable de biais est présente, le sexe, par exemple, il suffit de ne pas le mettre. A priori, ça ne va pas prendre quelque chose qui dépend du sexe. Mais il peut y avoir d'autres variables qui sont corrélées avec le sexe. Par exemple, les revenus, on sait, même si la société est contre, les hommes sont plus payés que les femmes. Du coup, ils sont plus susceptibles d'obtenir un prêt. Donc, débiaiser les données dans ce cas-là, c'est un petit peu compliqué. Il y a des techniques toutes bêtes qui est de surreprésenter la minorité ou même d'inverser le sexe dans les données d'apprentissage. Enfin, il y a des choses qu'on fait aussi, oui. Débiaiser les données, c'est aussi un nombre d'attaques. Et d'ailleurs, on le fait aussi dans les données de production, du coup. Si on connaît un biais potentiel des données qu'on utilise pour les prédictions, on peut le corriger avant de le soumettre au modèle. Moi, je vais m'arrêter là, peut-être. Merci.